Donc bienvenue à vous deux, un grand merci d'être là aujourd'hui. Donc on va, comme on l'a préparé ensemble, exposer un petit peu votre expérience terrain de l'accompagnement de cette typologie de handicap. Je vais vous laisser d'abord vous présenter. Prenez le micro, Brigitte, si possible, le micro devant vous. Je pense que ce sera mieux pour vous. Je suis donc Brigitte Monnier, référente de la mission handicap du centre de gestion du Gard. On intervient à peu près dans 500 collectivités qui sont affiliées au centre de gestion. Je voulais remercier ASEI pour leur collaboration. Alors, désolé mesdames, mais en fait, on est sur les autres associations, on travaille avec les autres associations. Et c'est vraiment très intéressant. Et les outils qui sont mis en place par le FIP et la GFIP sont un vrai soutien pour notre travail. Donc, vous avez compris qu'il y a 3, disons, spécialités, particularités dans les troubles cognitifs. Moi, je voulais vous parler plutôt de tout ce qui est dyslexie, enfin, tous les troubles 10. Puisque de plus en plus, effectivement, dans les collectivités, les personnes commencent à en parler. Ça devient quand même quelque chose dont on parle aussi dans la presse. Mais c'est très compliqué parce que les personnes, en général, elles ont enfui un petit peu tout ça en elles. Et vous disiez tout à l'heure que c'était quelque chose qui ne semblait pas valorisant au niveau social. Et ça, effectivement... j'en suis tout à fait consciente et on le remarque pour beaucoup de personnes. Puisque toutes les personnes qui ont la tranche à peu près de 40 ans, ce sont des troubles dont on ne parlait pas tellement avant. Et ils étaient plutôt relégués au fond des classes. Et voilà. Et ils avançaient petits bonhommes, avec leurs petits bonhommes de chemin, avec leurs outils à eux. Les familles n'étaient pas forcément au courant non plus de tout ce qui pouvait être mis en place pour les aider. On va laisser la parole à Valérie, juste pour se présenter également rapidement. Merci Elodie. Donc, bonjour Valérie Lacombe-Piamia, je suis chef du service eau et risque à la DDT du Gers, donc direction départementale des territoires. Je vais essayer de parler plus doucement parce que j'ai tendance à parler extrêmement vite. Et je remercie beaucoup Elodie d'avoir pensé à nous. Alors de notre côté, enfin côté de la structure DDT, on n'est pas du tout spécialisé ou on n'avait pas l'habitude d'accueillir des collègues qui étaient en situation de troubles cognitifs. C'est un accident qui nous a mis sur le chemin du FIPH-FP et leur accompagnement a effectivement été tout à fait fondamental dans le retour de notre collègue. Et il nous semblait important de pouvoir témoigner à la fois des points forts et des leviers d'action que nous avons eus, mais aussi des points d'amélioration dans la prise en charge et de pouvoir le partager avec vous dans l'hypothèse où ça vous arriverait également. Exactement. Donc l'idée, c'est que pendant cette table ronde, Brigitte Monnier puisse vous exposer une situation d'accompagnement pour bien comprendre comment ça s'est déroulé et voir un petit peu le retour d'expérience. Et puis on fera la même chose pour Valérie Lacombe-Piamia et vous verrez que ces deux témoignages sont assez complémentaires et assez différents. Donc c'est un peu tout l'intérêt de ces situations. Alors Brigitte, je vais vous questionner en premier. Vous pouvez nous exposer la situation déjà pour que tout le monde puisse comprendre le contexte. Simplement, je voudrais dire que les troubles 10, on les retrouve dans toutes les catégories d'agents fonctionnaires ou non fonctionnaires des collectivités territoriales. Puisque pas plus tard que hier, j'ai rencontré une psychologue clinicienne intervenant en EHPAD, qui, elle, était tout à fait consciente de ces troubles 10. Voilà. Mais là, je vais plutôt vous parler des personnes que nous accompagnons, et effectivement, dans les collectivités. En général, ce sont des catégories C, donc des personnes sur le terrain. Et là, il s'agit d'une jeune femme de 44 ans,
qui n'avait jamais rien dit à son employeur. Mais on sentait que quand même, il y avait des choses qui n'étaient pas simples pour elle. Agent d'entretien des locaux, embauchée en 2009, non, en 99 même. Mais jamais elle n'en avait parlé. Et je crois qu'elle n'avait pas non plus les moyens elle-même d'exprimer ses propres difficultés. C'est l'arrivée d'une nouvelle directrice des ressources humaines qui a permis à un moment donné de se dire « cette jeune femme est en difficulté, comment peut-on essayer d'accompagner ?» Les difficultés, elles étaient aussi répercutées par l'équipe de travail, une équipe de 7 personnes qui intervient sur l'entretien des locaux, plus particulièrement dans l'établissement scolaire de la commune. En fait, les difficultés, c'était que cette jeune femme n'arrivait pas à gérer son temps, que quand il y avait des changements subis, une réunion de parents d'élèves par exemple, elle était complètement perdue, elle ne savait plus où il fallait qu'elle aille. Qu'il fallait tout le temps qu'on soit vigilant par rapport à ce qu'elle faisait, parce que ses collègues, tout en étant quelque part bienfaisants, mais en même temps, ce fameux jugement dont vous parliez, elle est fainéante, elle n'avance pas, enfin voilà. Donc, plus les parents d'élèves qui intervenaient, puisqu'elle intervenait aussi après les garderies, ou pendant la fin de la garderie, donc ça devenait vraiment compliqué. Et c'est la directrice des ressources humaines, nouvellement arrivée, peut-être un petit peu plus sensible, un peu plus à l'écoute de son personnel, qui a permis qu'on commence une prise en charge de cette jeune femme. La première chose, ça a dû être de lui donner confiance, de l'apprivoiser, pour qu'elle ose dire les choses. Situation sociale compliquée, sa maman est décédée, sa maman s'occupait beaucoup d'elle. Dépression, c'est ce que vous disiez tout à l'heure aussi, syndrome dépressif très important, parce que, voilà, elle n'arrivait pas à dire les choses. On a mobilisé avec l'aide du médecin du travail. Donc la première chose, c'est refaire un point avec le médecin du travail. Avec le médecin du travail, on a commencé à envisager certaines choses. Et elle nous a parlé de dyspraxie. On a dû monter un dossier MDPH parce qu'elle n'était plus reconnue travailleur handicapée. Je crois qu'elle n'avait jamais été reconnue travailleur handicapé, en fait. Ça n'avait jamais été fait. Donc on a remonté le dossier MDPH. Heureusement que son médecin a bien voulu noter le mot de dyspraxie dans le certificat médical. Parce qu'elle était incapable elle-même de dire ce qui se passait et pourquoi elle était en difficulté. Et du coup, on a pu mobiliser la prestation d'appui spécifique qui est... alors c'est le CROP de Saint-Hippolyte-du-Fort, dans notre région à nous, dans le Gard, voilà, qui sont intervenus très rapidement, qui ont pu faire une analyse de ses capacités fonctionnelles. Ça a pris du temps, parce que là aussi, j'étais intervenue dans son parcours, donc elle commençait à me faire confiance, mais il a fallu aussi qu'elle accorde sa confiance aux prestataires, aux conseillers qui étaient intervenus. Cette prestation analyse des capacités fonctionnelles a permis de mettre en exergue toutes les difficultés que cette jeune femme rencontrait. Et ça a permis de préparer la reprise du travail avec des tâches plus identifiées. Là, on en est là pour le moment. Elle a repris à temps partiel pour raisons thérapeutiques. On a commencé à travailler sur un document en facile à lire et à comprendre, reprenant toutes les tâches, ne pas oublier de fermer les volets, ne pas oublier la succession des tâches de manière chronologique. Et puis maintenant, il faut qu'on assure un suivi assez rapproché, parce qu'effectivement, le collectif de travail a été informé et sensibilisé, mais dans la routine, dans tout ce qui se passe dans une école, etc., ils oublient un peu. Et on a été sur site avec le prestataire et on s'est aperçu que malgré l'information sensibilisation
malgré tout ce qu'on avait mis en place, ça restait très fragile. Parce qu'ils sont restés pendant des années sur leur impression de quelqu'un qui ne savait pas faire, en fait. Alors qu'elle est tout à fait en capacité de faire. Voilà. Merci Brigitte Monnier. Donc dans cette situation-là, quels sont les conseils, les améliorations que vous mettriez en place? Alors l'amélioration, c'est déjà d'arriver à ce que les collectivités employeurs, je vous rappelle, le CDG n'intervient pas pour son propre compte, mais pour les collectivités employeurs. Donc d'où la difficulté. Sensibiliser le ou les médecins du travail, dès lors qu'ils peuvent repérer ce type de difficulté. Sensibiliser les collectivités employeurs, les administratifs. On a un boulot et un chantier énorme à faire. Là, depuis début d'année, à force d'aller dans les collectivités, 1, 2, 3, 4, 5, on a 5 ou 6 situations de ce type-là. Donc le chantier reste immense, dans les collectivités en tout cas. Merci beaucoup Brigitte Monnier. Alors on vous laissera l'occasion en fin de table ronde si vous souhaitez poser des questions plus précises. On a à nouveau des petits dessins qui arrivent au fil. Alors elle par contre, elle parle pas beaucoup. Merci Brigitte Monnier. On reviendra tout à l'heure sur votre témoignage. Valérie Lacombe-Piama, je laisse même chose nous exposer un petit peu le contexte de la situation que vous avez dû à gérer. Il faut savoir que personnellement, je ne suis arrivée qu'en 2022. Donc l'accident de ma collègue étant intervenu en 2019, je n'ai eu, pardon. J'ai eu l'occasion de la rencontrer alors qu'elle avait déjà repris ses fonctions au sein du service. Donc du coup, ce témoignage est préparé avec elle. Et donc du coup, c'est sur la base de son expérience qu'on a voulu pouvoir vous faire partager les points saillants de son histoire. Donc s'agissant de la situation, et très brièvement, on parle là de quelqu'un qui est cadre dans le service dans lequel je travaille, un cadre qui avait vocation même à être adjoint du service en question, qui comporte 22 agents et qui gère toute la ressource en eau du département et qui peut aussi être amené sur certaines de ses missions à agir en interdépartemental. Elle-même était au cœur de cette activité-là. Activité donc de négociation, de compromis, de discussion, mais aussi de gestion de crise. Puisque du coup, nous faisons tout ce qui est crise sécheresse durant la période estivale, et c'est elle qui était à la manœuvre sur cette activité-là. Cette activité reposait uniquement sur elle et sur un chargé de mission qui était sous son autorité, avec la coopération du chef de service. Le chef de service venait de changer. Elle était la seule avec une expérience qui pourtant n'avait que 6 mois lorsqu'elle a eu son AVC. Donc, elle a eu un AVC en septembre 2019 et elle est revenue chez nous en avril 2021. Durant cette période, le travail a été fait comme il a pu, sans qu'elle soit remplacée. Tout le monde attendant son retour. Et c'est très important de comprendre qu'elle était vraiment une personne ressource, et parce que multicompétente. C'est-à-dire qu'elle est compétente techniquement, mais aussi sur le fonctionnement de l'organisation et sur le fonctionnement de la structure même du service, du fait de sa personnalité et du fait de compétences qu'elle peut avoir sur la connaissance des organisations. Lors de son retour, elle n'était plus la même, évidemment. Et la plupart des conséquences que vous avez évoquées suite à un AVC sont présentes chez cette collègue. Elle a une mémoire de travail qui aujourd'hui est très largement affectée. Elle a dû retrouver et réapprendre les choses qu'elle-même avait mises en place avant son accident. Elle a un déficit de l'attention, elle a des douleurs annexes qui sont handicapantes dans la vie de tous les jours. Et elle a aussi, évidemment, une fatigue rapide et des grandes difficultés à gérer le bruit, la confusion en cas de dispute, et on en a de très nombreuses durant la période d'étiage, et également tout ce qui est multi-thématique. Donc du coup, dès lors qu'on l'oblige à changer d'un sujet, à passer d'un sujet à l'autre, elle est rapidement en difficulté. C'est quelqu'un qui a une volonté incroyable et qui, dès son retour, a essayé de retrouver la place qui était la sienne avant son départ. Et pour cela, la structure a suivi, mettant en place tout un tas de réunions préalables à sa reprise, essayant de tenir compte de sa nouvelle façon de fonctionner et de ses nouvelles capacités cognitives. Mais je peux aller jusqu'à aux difficultés qu'on a pu rencontrer, c'est qu'en fait, en dépit de l'aide que nous avons reçue de professionnels, qui ont tous été mis autour de la table, et ça je pense que c'est quelque chose de très très important à faire avant même le retour de l'agent au sein du service, que de rassembler son équipe médicale,
les ergonomes qui pouvaient l'avoir suivi, mais également ses supérieurs hiérarchiques directs et certains de ses collègues avec lesquels elle travaillait. Nous avons fait ça. Nous avons tenté de planifier son retour, d'organiser les choses de la façon dont on comprenait qu'il fallait le faire. Mais je pense qu'avec le recul, nous avons peut-être manqué de professionnalisme. C'est-à-dire qu'on s'est appuyé sur l'immense bonheur que tout le monde avait de l'avoir revenir et de l'avoir revenir avec un handicap finalement qui est invisible. Et peut-être que c'est ça qui a été le plus trompeur au départ. Et tout le monde a essayé de faciliter son retour et de s'adapter à qui elle était, mais pas forcément avec suffisamment de professionnalisme. Et c'est vrai que s'il y a une chose qu'on regrette, c'est peut-être que le référent handicap qui était chez nous au sein de la structure, c'est qu'il n'est pas suffisamment coordonné le retour de notre collègue. Que ce soit pour la prise en charge administrative, que ce soit pour faire des points d'étape, avec toujours pareil cette équipe qui est autour d'elle, et pour adapter finalement les moyens que nous avons mis à sa disposition pour préparer son retour. Parce qu'on s'est rendu compte que, comme vous le disiez aussi, les structures continuent de vivre. Et donc en fait, quand cette collègue avait des difficultés, les autres palliaient au travail qui n'était pas fait, faisaient du travail en plus, mais par contre, l'accompagnement n'était pas forcément fait. Le temps de travail que nous avions, il était dévolu à travailler, mais pas à l'accompagner. Et ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui est regrettable. Et dans le cadre d'une réorganisation, on va essayer de remettre les choses dans le bon ordre. Mais je crois qu'elle a vraiment... En fait, elle a été motrice de sa propre réintégration dans la structure. Alors même qu'il aurait fallu qu'elle soit tirée et qu'elle soit réintégrée dans la structure à une nouvelle place, à sa nouvelle place, mais pas à la place qu'elle occupait précédemment. Et c'est vrai que elle-même, souhaitant retrouver ce positionnement-là, elle a mis en place des outils, on a tous tenté de les faciliter, de les utiliser avec elle, mais par contre, on n'a pas su lui dire que ce n'étaient pas forcément les bons outils ou qu'on pouvait travailler différemment. Et voilà, tout ça pour vous dire, si j'ai un conseil fort, et qui est le sien, c'est que le travail sur l'agent et la personne elle-même, elle le fait de son côté. Elle le fait grâce à son équipe médicale. Par contre, ce qui est essentiel, c'est de pouvoir réintégrer ces personnes, surtout quand c'est suite à un accident comme ça, au sein de leur équipe. Et d'habituer l'équipe, notamment au travers des prestations dont vous avez parlé, de permettre à l'équipe de s'adapter à cette nouvelle personne. Aujourd'hui, cette prestation, par exemple, chez nous, elle n'a pas encore eu lieu. Ça va faire 2 ans maintenant que notre collègue est revenue. Et on a fait des réunions avec elle, on a tenté de s'organiser pour sensibiliser à sa difficulté et à sa nouvelle façon de fonctionner. Mais c'est elle qui a dû porter ça. Et c'est vrai que, en termes de poids et de charge... Oui, puis vous disiez aussi, Laure, quand on a préparé ensemble, qu'elles n'ont pas forcément la capacité elles-mêmes de savoir de quoi elles ont besoin par rapport à un autre type de handicap. Donc justement, la nécessité d'avoir des experts qui accompagnent et qui peuvent aider la personne à verbaliser ses besoins, etc. Je crois que c'était... Très bien. Donc on peut voir sur ces 2 témoignages que ça peut toucher n'importe quelle catégorie de personnel, peu importe les fonctions, qu'à chaque fois, ce qui peut être similaire dans vos 2 expériences, c'est la nécessaire anticipation, l'accompagnement. Allez-y Brigitte, prenez quand on peut, oui. Le problème, voilà, c'est quand on peut anticiper. On le dit toujours. C'est vrai que mieux on prend les situations le plus tôt, avant qu'il n'y ait un risque d'inaptitude ou quelque chose comme ça, c'est le mieux. Malheureusement, comme vous, un accident, ça se prévoit pas. Donc voilà, c'est parfois compliqué de pouvoir anticiper. On est tous bien conscients, je pense, ici, qu'il faut anticiper. Je crois que c'est un des maîtres mots. Oui, et puis quel que soit le type de handicap, de toute façon. On le voit dans vos 2 expériences. Il y en a une où le handicap, effectivement, est de longue date. Et la personne a toujours vécu avec et pour autant, elle n'a pas forcément envie d'en parler. Et puis, un handicap brutal, un accident qui intervient. Donc, c'est vrai que plus le référent handicap aussi est en amont, sensibiliser des bonnes pratiques, des acteurs, de qui peut les accompagner, plus ça se fait en amont et pas 2 ans après, comme vous aviez l'air de le dire, Valérie, sur l'accompagnement. Simplement, je voulais rajouter une petite chose, mais après je me tais. Dans les handicaps invisibles, je voudrais qu'aussi on n'oublie pas les personnes malentendantes. Parce que maintenant, avec nos coiffures, etc., ou avec les appareillages qui sont tout petits, parfois on ne le voit pas.
Et c'est très compliqué aussi en termes de communication, de positionnement, de compréhension par l'équipe en face, en fait. Et ça, de nouveau, quel que soit le boulot, le métier, l'emploi. Très bien. Vous avez l'une ou l'autre quelque chose à ajouter? Est-ce que quelqu'un dans la salle a des questions à poser sur ces témoignages ou voudrait mieux comprendre la situation? N'hésitez pas. Vous avez dû être très très clair, parce qu'il n'y a pas de... Oui, monsieur? Là, depuis la semaine passée, ou il y a 15 jours, avec la mise en place des SGCD, alors ils sont critiqués, ils ont tous leurs défauts, mais dans les SGCD, on m'a présenté quelqu'un qui va être référent handicap, quoi. Donc ça va être le boulot à plein temps, alors qu'avant c'était la secrétaire générale qui faisait ça, tant qu'elle n'était pas confrontée au problème, elle n'avait pas de souci à se faire, mais après quand elle y était confrontée, elle n'avait pas les compétences, quoi. Alors que maintenant, il y a une référente handicap, alors je ne sais pas si c'est comme ça dans tous les SGCD, dans toutes les DDI, mais ça ne pourra être qu'un plus, je pense. Si vous me donnez l'occasion, effectivement, pour rebondir sur ce que vous dites, monsieur, on avait, nous aussi, c'était la secrétaire générale qui faisait office de référente handicap. Aucune procédure n'avait été mise en place dans l'hypothèse soit que nous accueillerions quelqu'un avec des troubles cognitifs initiaux, soit de la survenance d'un accident. Et donc, tout a pataugé, en fait, dans la prise en charge de la collègue. Que ce soit, en plus, elle avait un statut particulier au sein de la fonction publique, mais du coup, que ce soit sa prise en charge administrative, le règlement de ses congés, enfin, il y a tout un tas de choses pour lesquelles il a fallu qu'elle soit proactive, elle, parce que la structure n'était pas en mesure d'anticiper, en fait, et tout simplement de prévenir ou de voir qu'il pourrait y avoir un problème et qu'il y avait des questions à poser. Et au-delà même de ce référent handicap, je pense qu'une chose qui est importante aussi, c'est que l'intégralité de la structure, au-delà de la collectivité de travail de l'agent, soit intégrée. Et je pense notamment à nos directions, qui, pour certaines, sont là aussi, suivent le mouvement, sans forcément faire des points d'étape avec les agents, pour savoir s'il ne serait pas nécessaire de revoir leur prise en charge, ou s'ils auraient besoin de quelque chose, ou simplement pour leur proposer des choses auxquelles eux-mêmes n'auraient pas pensé. Parce que l'une des difficultés que nous avons eues, c'est que on était tous prêts à faire ce que cette collègue nous demandait, mais encore fallait-il qu'elle y pense. Et comme vous le disiez, Elodie, on n'est pas forcément en capacité, à ce moment-là de sa vie, ou tout simplement du fait de la découverte de cette nouvelle personnalité, de cette nouvelle modalité. Oui, elle a déjà tout ça à gérer, et en plus, se rajouter. La bonne volonté ne suffit pas, finalement, de l'entourage. Il faut vraiment être appuyé et mieux accompagné. Le phénomène de culpabilisation ou de difficulté que ça peut occasionner. Enfin, quand l'agent doit constater lui-même les nouvelles difficultés qu'il a sur son poste et qu'il doit les exprimer et qu'il doit en demander des solutions, c'est quelque chose qui est très lourd à porter et sur lequel je pense que la structure pourrait soulager les collègues qui rencontrent ces difficultés. Merci beaucoup. Est-ce qu'une autre personne veut intervenir? Oui. Peut-être me rejoindre si vous voulez vers le micro, juste là, comme vous avez été... Ah non, Pierre est au rendez-vous. Moi, c'était juste pour apporter des éléments complémentaires. C'est pour dire que j'entends là toutes les difficultés au niveau de l'accompagnement des référents handicap. Et justement, nous, on essaie d'intervenir au maximum via des webinaires aussi dernièrement, justement, où j'ai animé un webinaire dernièrement pour les référents handicap, justement pour leur apporter aussi une sensibilisation aussi pour les aider à mieux repérer les difficultés et à comment, du coup, intervenir auprès des personnes, suite à un trouble cognitif, justement, leur apprendre à comment mener un entretien ou aller chercher les difficultés pour justement mieux les accompagner. Donc on est en cours justement de sensibiliser au maximum de personnes et de référents handicap pour justement les aider à intervenir le plus tôt possible, en tout cas suite à une lésion cérébrale en tout cas. Donc, très bien, merci beaucoup. Merci pour cette... Oui, on a une question. De l'autre côté, tu fais l'hôtesse du coup, Pierre. Oui, ah non, juste là. Bonjour, je suis Daniel Dias, le délégué régional de l'AGFIP pour la région Occitanie. Donc l'AGFIP qui est le pendant du FIPHFP pour les entreprises privées. Je profite du micro pour saluer l'initiative du FIPHFP. Travailler sur le handicap invisible, c'est essentiel. Beaucoup de choses ont déjà été faites, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Et l'événement que vous organisez dans le cadre de ce Tour de France des handicaps invisibles participe à avancer sur le sujet. Donc, je vous félicite pour ça, pour cette initiative. Je voudrais aussi, moi, saluer toutes les interventions qui ont été faites parce que c'est concret, c'est didactique, c'est précis, c'est le vécu et c'est de ça dont on a besoin. Madame Monnier, vous avez remercié le FIP et la GFIP s'agissant de la mise en place des passes.
Moi, je voudrais vous remercier. Parce que quand vous dites que le FIP et la GFIP mettent en place des passes, vous ne réduisez pas le rôle du FIP et de la GFIP à un rôle de financeur. Quand vous dites la GFIP et le FIP mettent en place les passes, vous avez compris que le FIP et la GFIP conçoivent ces prestations. Et les conçoivent pas dans leur bureau, mais les conçoivent en réponse aux besoins. Alors on ne le fait pas tout seul, on le fait avec l'ensemble des partenaires, mais c'est nous qui sommes à la manette de la conception de ces prestations. Ces prestations, nous les évaluons aussi. Hein. Et lorsqu'il faut les faire évoluer, pour les ajuster au mieux aux besoins, eh bien, nous les faisons évoluer. C'est aussi nous qui définissons le schéma territorial de délivrance de ces aides pour être au plus près des employeurs, au plus près des bénéficiaires. Donc merci pour ça, parce que trop souvent, s'agissant des passes, mais du reste aussi, on réduit le rôle du FIP et de la GFIP à un rôle de financeur. Je l'ai aussi entendu encore ce matin. Donc merci à vous d'avoir bien compris ce qu'était le FIP et la GFIP, à quoi ils servaient s'agissant des passes, et d'avoir partagé avec nous. Merci madame. Est-ce qu'il y aurait moyen de simplifier les fiches de prescription, s'il vous plaît? Ce serait génial. Valérie, c'est peut-être... Je savais que je n'étais pas venu pour rien. Donc voilà, il y a déjà une évolution et il y en aura d'autres. Voilà, il y en aura d'autres. Mais on a parfaitement conscience de cette grande difficulté. Quelles que soient les prestations d'assistance. Vous avez parfaitement raison. Enfin, là, on est plus là-dedans. Merci, monsieur Dias. Oui. Pour cette intervention. Nous avons une question. Oui, bonjour. Je suis de l'université Jean Jaurès. J'ai été chargée de mission handicap pendant quelques années. Et je me pose une question sur la continuité dans le temps, en fait, de l'inclusion d'une personne avec des troubles cognitifs. Souvent, on demande à quelqu'un d'être tuteur. Mais comment on peut... à part sur le volontariat, etc., comment on peut valoriser, est-ce que vous avez des idées pour valoriser ces personnes qui, dans la durée, en fait, accompagnent les personnes qui en ont besoin? Parce qu'une fois que le prestataire a fait ses recommandations, a mis en place les fiches, etc., il reste quand même un besoin dans la durée. Et le tuteur, c'est quelqu'un du service, mais qui a déjà ses actions à faire. Du coup, voilà, comment valoriser ça du point de vue ressources humaines, quoi, des RH, je ne sais pas. Je cherche des idées. Alors, un élément de réponse ou une autre question? Un élément de réponse, oui, très bien. Allez-y, madame. Bonjour, Caroline Chapeau du ministère des Armées, Relais Handicap. Nous, dans mon ministère, en fait, pour l'accompagnement et donc des missions comme ça annexes, on demande à ce que le N+1 le valorise dans le compte-rendu d'entretien professionnel. Voilà. Donc, de toute manière, effectivement, on fait intervenir une société avec qui on est partenaire pour la formation du tuteur, voire le collectif de travail. Mais après, on demande au N+1 de valoriser la fonction du tutorat dans le CREP, pour qu'après, ça développe aussi du savoir-être. Enfin, c'est tout un ensemble pour l'agent. Merci, madame, pour cet éclairage. On va laisser la parole à nos intervenantes. Il y a une aide du FIPHFP qui permet de valoriser déjà au moins financièrement le temps de tutorat nécessaire pour l'agent. Après, chaque collectivité, chaque établissement prend ses décisions par rapport au tuteur, à la valorisation du tuteur. Enfin voilà. Ça, après, chacun est un peu maître de ce qu'il souhaite. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui veulent témoigner de comment, d'un point de vue RH, on peut valoriser ces actions? Est-ce que vous avez déjà vécu des situations similaires ou pas? Non? Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ces témoignages? D'autres remarques, interventions? Non? Ah, monsieur, encore une. Bonjour à tous. Moi, ça sera plus aussi pour un petit complément d'information. Donc, on parlait du financement de la GFIP et FIP. Je voulais juste prêcher un peu pour ma paroisse et aussi pour la paroisse de certaines personnes qui sont ici
Il existe l'emploi accompagné dans tous les départements. Donc c'est un dispositif qui est mis à disposition, que ce soit de la personne en situation de handicap, mais aussi des employeurs, qui est entièrement gratuit, qui est sans durée dans le temps. On peut intervenir sur le lieu de travail, on peut accompagner l'employeur, on peut accompagner le bénéficiaire, qui s'adapte complètement, on va dire, à la situation et qui peut venir bien sûr en soutien dans des situations compliquées, même si la personne est déjà en poste. Donc que ce soit pour la prise de poste ou pour une personne en maintien en poste. Voilà, qui peut venir en complément à une passe ou qui peut venir s'ajouter à une passe sur la durée dans le temps. Voilà, je voulais juste le préciser pour les personnes qui n'étaient pas informées. Et j'en profite simplement pour faire de la promo, puisqu'il y a un podcast réalisé dans le cadre du Handipact Occitanie qui porte justement sur l'emploi accompagné. Donc il est à votre disposition si vous voulez le réécouter. Et nous organisons le 4e webinaire de notre cycle annuel qui portera justement sur le sujet de l'emploi accompagné. Donc on va encore pas mal en parler dans les semaines qui arrivent, dans le cadre du Handipact Occitanie. Du coup, merci pour votre intervention qui nous permet de parler de tout ça. Merci beaucoup pour cette précision. Alors, je tiens vraiment chaleureusement à remercier Brigitte Monnier et Valérie Lacompiama qui ont préparé cette table ronde dans une actualité un peu chargée, des inondations. Donc, merci à elles pour cette table ronde et pour leur partage d'expérience.